Le 14 juillet 1979, pendant que toute la France célébrait la fête nationale, 3 sœurs disparaissaient sans laisser de traces dans les rues de Lyon. Céline, 17 ans, Juliette, 14 ans, Margot, 11 ans. 3 jeunes filles qui rentraient simplement chez elles après une après-midi au parc. 26 ans plus tard, en 2005, une lettre cachée depuis des décennies refait surface lors de la rénovation d'une vieille maison familiale. Une lettre écrite par Céline quelques jours avant sa disparition. Une lettre qui parlait de secrets, de peur et d'un endroit où personne ne penserait à chercher. Comment 3 sœurs peuvent-elles disparaître ensemble, en plein jour dans une ville comme Lyon? Pourquoi cette lettre a-t-elle été dissimulée? Et surtout, qu'est-ce que Céline savait vraiment avant cette terrible journée de juillet? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Lyon, fin des années 70. La deuxième plus grande ville de France vivait une période de transformation. Le quartier de la Croix-Rousse, autrefois cœur de l'industrie textile lyonnaise, s'adaptait lentement à la modernisation. Les anciennes usines fermaient une à une, laissant derrière elles des familles ouvrières qui devaient réinventer leur avenir. La famille Mercier habitait un appartement modeste au 3e étage d'un immeuble de la rue d'Enfer-Rochereau dans le 4e arrondissement. Henri Mercier, 45 ans, travaillait depuis 23 ans dans une fabrique textile du quartier de Vèze. Un homme taciturne, aux mains abîmées par des années de labeur, qui rentrait chaque soir à 18 heures précises, sentant la laine et le travail. Son épouse, Anne-Marie, 42 ans, enseignait le français dans une école primaire du quartier. Une femme aux cheveux châtains, toujours attachés en chignon strict, qui portait des lunettes à monture épaisse et qui souriait rarement depuis quelques années. Leurs 3 filles représentaient toute leur vie. Céline, l'aînée de 17 ans, étudiait en classe de terminale au lycée Édouard Herriot. Grande, mince, avec les yeux noisettes de sa mère et une maturité qui dépassait son âge, elle assumait souvent un rôle presque maternel auprès de ses sœurs. Ses professeurs la décrivaient comme une élève brillante mais discrète, toujours plongée dans ses livres, rêvant d'étudier la littérature à l'université. Elle travaillait les samedis matins dans une boulangerie du quartier pour économiser de l'argent, espérant pouvoir payer ses études sans trop peser sur le budget familial déjà serré. Juliette, 14 ans, était tout l'opposé de sa sœur aînée. Élève moyenne au collège, elle passait ses après-midi à dessiner dans des carnets qu'elle gardait précieusement sous son lit. Des portraits, des paysages, des scènes de rue qu'elle observait depuis la fenêtre de leur appartement. Elle rêvait de devenir artiste, ce qui inquiétait profondément son père, qui considérait l'art comme un passe-temps, pas un métier. Juliette avait hérité des cheveux blonds de sa grand-mère paternelle et un tempérament rêveur qui l'isolait souvent du monde réel. Margot, la benjamine de 11 ans, était l'énergie pure de la famille. Curieuse, bavarde, toujours en mouvement. Elle collectionnait les cailloux qu'elle trouvait dans les parcs, les organisait par couleur et par taille, dans des boîtes à chaussures alignées sous son lit. Sa mère disait souvent qu'elle posait plus de questions en une journée qu'un adulte n'en posait dans toute une année. Elle excellait en mathématiques, mais détestait rester assise en classe. Les professeurs la trouvaient attachante malgré son agitation constante. La vie de la famille Mercier suivait une routine immuable. Le matin, Anne-Marie préparait le petit déjeuner, pendant qu'Henri lisait Le Progrès, le journal local. Les filles se préparaient pour l'école dans un ballet organisé autour de la petite salle de bain de l'appartement. Le soir, elles dînaient à 19 heures précises, toujours les mêmes discussions sur les devoirs, les notes, l'avenir. Le dimanche, ils rendaient visite à la grand-mère paternelle, Simone, qui vivait seule dans une maison du quartier de Montplaisir depuis la mort de son mari en 1972. Mais sous cette apparence de normalité, des tensions couvaient. Henri buvait de plus en plus, pas de manière spectaculaire, mais régulièrement. Un verre de vin au déjeuner qui se transformait en 2 puis 3 le soir. Anne-Marie s'était murée dans un silence résigné, consacrant toute son énergie à son travail et à ses filles.
Les disputes éclatèrent parfois la nuit, des voix étouffées qui traversaient les murs minces de l'appartement, réveillant les filles qui faisaient semblant de dormir. Georges Levesque, le frère cadet d'Anne-Marie, vivait dans le 6e arrondissement et travaillait comme conseiller bancaire. Âgé de 38 ans, célibataire, il passait voir sa sœur et ses nièces 2 fois par semaine, apportant souvent des gâteaux ou de petits cadeaux. Il avait pour Céline, Juliette et Margot une affection particulière, compensant peut-être l'absence d'enfants dans sa propre vie. Les filles l'adoraient, il leur racontait des histoires, les emmenait au cinéma, leur offrait des livres. Henri tolérait ses visites, mais sans enthousiasme, trouvant son beau-frère trop présent dans sa vie familiale. Le quartier connaissait bien la famille Mercier. Madame Colette Arnaud, leur voisine du 2e étage, une veuve de 63 ans qui passait ses journées à sa fenêtre, observait les allées et venues de chacun. Elle saluait toujours les filles avec un sourire, leur offrait parfois des bonbons à la violette et discutait longuement avec Anne-Marie quand elles se croisaient dans l'escalier. Monsieur Gaston Ferrier, le boulanger chez qui Céline travaillait le samedi, vantait son sérieux et sa ponctualité à tous ses clients. L'été 1979 arrivait avec une chaleur inhabituelle pour Lyon. Les températures dépassaient régulièrement les 30 degrés. Les gens ouvraient leurs fenêtres dès le matin, cherchant un souffle d'air frais. Les fontaines publiques devenaient des lieux de rassemblement pour les enfants. Le Rhône et la Saône brillaient sous le soleil implacable. Le samedi 14 juillet 1979 commença comme n'importe quel jour férié d'été. Les Mercier n'avaient pas prévu d'assister aux festivités nationales du soir. Henri devait travailler le lendemain matin, un dimanche exceptionnel, à cause d'une commande urgente à la fabrique. Anne-Marie avait prévu de préparer des confitures avec les fruits qu'elle avait achetés la veille au marché. Vers 14h30, après le déjeuner, Céline proposa à ses sœurs d'aller au parc de la Tête d'Or. La chaleur était étouffante dans l'appartement, malgré les fenêtres ouvertes. Anne-Marie hésita d'abord, puis accepta. Les filles connaissaient bien le chemin. Elles y allaient souvent ensemble. Céline était responsable. Elle ferait attention à ses sœurs. Elle devait simplement rentrer avant 18h pour le dîner. Céline portait une robe bleue à fleurs blanches, des sandales marron et avait attaché ses cheveux en queue de cheval. Juliette avait mis un jean délavé et un t-shirt jaune, en portant son carnet de croquis dans un sac en toile. Margot, toujours en short rouge et t-shirt blanc, avait glissé dans ses poches plusieurs de ses cailloux préférés, comme elle le faisait toujours. Anne-Marie leur donna quelques francs pour acheter des glaces et leur fit promettre de rester ensemble. À 14h45 précises, selon le témoignage de Madame Arnaud qui les croisa dans l'escalier, les 3 sœurs quittèrent l'immeuble. La voisine se souvient qu'elle riait, que Margot sautillait sur les marches, que Céline lui dit poliment « Bonne journée, Madame Arnaud ». Rien d'inhabituel, rien d'inquiétant. Le trajet jusqu'au parc de la Tête d'Or prenait environ 25 minutes à pied. Elle devait longer la rue d'Enfer-Rochereau, traverser plusieurs boulevards, passer devant l'hôpital de la Croix-Rousse, puis descendre vers les grilles du parc. Un itinéraire qu'elle connaissait par cœur. Plusieurs témoins les virent cet après-midi-là. Monsieur Alain Dupré, vendeur de glace ambulant installé près de l'entrée principale du parc, se souvient qu'elles achetèrent 3 glaces au citron vers 15h15. Il nota leur passage parce que Margot avait fait tomber sa glace par terre et qu'il lui en offrit une autre gratuitement. Les 3 sœurs restèrent au parc pendant près de 3 heures. Une famille installée près du grand bassin raconta plus tard à la police avoir vu 3 jeunes filles correspondant à leur description. Juliette dessinait, assise dans l'herbe. Céline lisait un livre. Margot courait autour d'eux, s'approchait du bassin pour observer les canards, revenait vers ses sœurs, une scène ordinaire d'un après-midi d'été. Vers 18h, selon plusieurs témoignages concordants, les 3 sœurs quittèrent le parc par la porte principale. Le soleil commençait à descendre, mais il faisait encore chaud. Les rues étaient plus calmes que d'habitude, beaucoup de Lyonnais étant partis en vacances ou se préparant pour les festivités du soir. C'est Madame Arnaud qui, une fois encore, fournit le dernier témoignage fiable. Elle rentrait chez elle,
après avoir fait des courses, et croisa les 3 filles rue de la République, à environ 800 mètres de leur immeuble. Il était exactement 18h30. Elle en est certaine car elle venait de consulter l'horloge de la pharmacie. Les filles marchaient normalement. Céline portait le sac en toile de Juliette. Margot tenait la main de sa sœur cadette. Elles bavardaient. Madame Arnaud leur fit un signe de la main. Elles lui répondirent avec un sourire, puis continuèrent leur chemin. Madame Arnaud tourna dans une rue adjacente pour passer chez le boucher avant sa fermeture. Elle ne les revit jamais. À 19h15, Anne-Marie commença à s'inquiéter. Les filles n'étaient jamais en retard. Elle descendit dans la rue, marcha jusqu'au coin de la rue, espérant les voir apparaître. Rien. À 19h30, son inquiétude se transforma en anxiété. Elle demanda à Henri d'aller les chercher. Il enfila rapidement une veste et partit. Henri remonta le trajet habituel jusqu'au parc. Il interrogea des passants, décrivit ses filles. Personne ne les avait vues. Il arriva au parc à 20h. Les grilles fermaient. Un gardien lui confirma que le parc se vidait, qu'il ne restait pratiquement personne. Henri fit le tour extérieur, appelant leurs noms. Sa voix résonnait dans la chaleur du soir. Pas de réponse. À 21h, Henri revint à l'appartement, livide. Anne-Marie comprit immédiatement. Ils contactèrent la police. L'agent de permanence au commissariat du 4e arrondissement prit leur déposition avec un calme professionnel. Des adolescentes qui rentrent en retard un soir de fête nationale, ce n'était pas exceptionnel. Elles avaient peut-être rencontré des amis, décidé de regarder les feux d'artifice quelque part. Il nota néanmoins tous les détails, les descriptions physiques, les vêtements, l'itinéraire prévu. Il leur conseilla de rentrer chez eux, d'attendre, de contacter les amis des filles. Si elles n'étaient pas rentrées le lendemain matin, une véritable recherche serait lancée. Henri et Anne-Marie ne dormirent pas cette nuit-là. Ils restèrent assis dans le salon, scrutant chaque bruit dans l'escalier, sursautant à chaque voiture qui passait dans la rue. Anne-Marie appelait toutes les heures le commissariat. Toujours la même réponse. Aucune nouvelle. Henri sortit 3 fois pendant la nuit, errant dans les rues du quartier, regardant dans chaque ruelle, derrière chaque coin, espérant apercevoir ses filles. Le dimanche 15 juillet à 6h du matin, après une nuit d'angoisse insoutenable, ils retournèrent au commissariat. Cette fois, un inspecteur plus expérimenté les reçut. Laurent Beaumont, 42 ans, 20 ans d'expérience dans la police lyonnaise. Il comprit immédiatement la gravité de la situation. 3 sœurs disparaissant ensemble, ce n'était pas une simple fugue adolescente. À 7h, une opération de recherche officielle fut lancée. Des agents ratissèrent systématiquement le trajet entre le domicile des Mercier et le parc de la Tête d'Or. Ils interrogèrent tous les commerçants, tous les résidents, tous les passants possibles. L'inspecteur Beaumont coordonnait les opérations depuis le commissariat, établissant une chronologie précise des dernières heures des jeunes filles. À 11h30, un agent découvrit la bicyclette de Céline. Elle était abandonnée sur le quai Saint-Vincent, le long de la Saône, à environ 1,5 km de leur domicile. La bicyclette était couchée contre le parapet, la roue avant légèrement tordue. Aucun signe de lutte, aucune trace de sang. Simplement une bicyclette abandonnée au bord de la rivière. Cette découverte changea complètement la nature de l'enquête. Pourquoi la bicyclette de Céline se trouvait-elle là? Les filles étaient parties à pied vers le parc. Personne ne les avait vues avec une bicyclette cet après-midi. Anne-Marie confirma que la bicyclette de Céline était restée dans la cave de l'immeuble toute la journée. Elle en était certaine car elle était descendue chercher des bocaux pour ses confitures vers 15h et avait vu la bicyclette à sa place habituelle. L'inspecteur Beaumont examina personnellement la bicyclette. Un vieux vélo de marque Peugeot, bleu ciel, avec un panier en osier à l'avant. Le cadenas était encore accroché au guidon, ouvert. Quelqu'un avait utilisé cette bicyclette après que les filles aient quitté le domicile. Mais qui? Et pourquoi l'abandonner précisément à cet endroit? Des plongeurs de la police fouillèrent la Saône pendant 3 jours. Ils explorèrent systématiquement les fonds boueux de la rivière sur plusieurs centaines de mètres, en amont et en aval, du lieu de découverte de la bicyclette. Ils ne trouvèrent rien.
Aucun vêtement, aucun objet personnel, aucun corps. Les semaines qui suivirent furent un cauchemar pour la famille Mercier. L'enquête piétinait. Aucune demande de rançon, aucun témoin supplémentaire. Aucune trace des trois sœurs. C'était comme si elles s'étaient évaporées entre la rue de la République et leur domicile, sur une distance de moins d'1 kilomètre, en plein cœur de Lyon. Les jours se transformèrent en semaines, puis en mois d'angoisse pour la famille Mercier et toute la communauté lyonnaise. L'enquête de l'inspecteur Beaumont se heurta rapidement à un mur. Malgré les dizaines de témoignages recueillis, les recherches intensives, les appels à témoins diffusés dans les journaux et à la télévision régionale, aucune piste concrète n'émergea. L'appartement de la rue d'Enfer-Rochereau devint un mausolée silencieux. Anne-Marie refusait de toucher aux chambres des filles. Les lits restaient faits comme elle les avait laissés ce matin du 14 juillet. Les vêtements pendaient toujours dans les armoires. Les carnets de dessin de Juliette étaient empilés sur son bureau. Les boîtes de cailloux de Margot alignées sous son lit. Les livres de Céline attendaient sur sa table de chevet, un marque-page toujours glissé à la page où elle avait arrêté sa lecture. Henri vieillissait à vue d'œil. En quelques mois, ses cheveux devinrent complètement gris. Il continuait à travailler à la fabrique, mais ses collègues remarquaient qu'il ne parlait plus, qu'il accomplissait ses tâches mécaniquement, le regard vide. Le soir, il s'asseyait dans le fauteuil du salon et fixait la porte d'entrée pendant des heures, comme si ses filles allaient franchir le seuil à tout moment. Sa consommation d'alcool augmenta dangereusement. Anne-Marie trouvait régulièrement des bouteilles vides cachées dans des endroits improbables de l'appartement. Anne-Marie, elle, se transforma en une femme obsédée par la recherche. Elle contactait l'inspecteur Beaumont 3 fois par semaine, exigeant des mises à jour sur l'enquête. Elle plaçardait elle-même des affiches avec les photos de ses filles dans tous les quartiers de Lyon, puis dans les villes voisines. Elle écrivait aux gendarmeries, aux hôpitaux, aux foyers d'accueil dans toute la France. Chaque soir, après son travail à l'école, elle arpentait les rues, interrogeant les sans-abri, les travailleurs de nuit, quiconque aurait pu voir quelque chose. Georges Levesque devint leur unique soutien réel. Il passait au moins 1 fois par jour, apportant des courses, s'assurant qu'il mangeait, payant discrètement certaines factures quand il constatait qu'Henri oubliait de le faire. Il accompagnait Anne-Marie dans certaines de ses recherches, tentant de la raisonner quand elle voulait partir seule la nuit dans des quartiers dangereux. Il supportait les crises de colère d'Henri qui l'accusait parfois, sans raison, de ne pas en faire assez, ou au contraire d'être trop présent. L'inspecteur Beaumont explora toutes les théories possibles. La piste de l'enlèvement fut longuement étudiée. Aucune demande de rançon n'arriva jamais. Aucun témoin ne signala de véhicule suspect dans le secteur ce jour-là. Les registres des prédateurs sexuels connus dans la région furent vérifiés. Chacun fut interrogé et alibi confirmé. La théorie d'une fugue collective fut également considérée. Mais pourquoi 3 sœurs fuiraient-elles ensemble? Et comment des enfants de 11, 14 et 17 ans auraient-ils pu disparaître sans ressources, sans être repérés quelque part en France? L'hypothèse d'un accident fut examinée minutieusement. Les berges du Rhône et de la Saône furent inspectées sur plusieurs kilomètres. Les égouts, les chantiers de construction, les bâtiments abandonnés du quartier furent fouillés systématiquement. Les hôpitaux de toute la région Rhône-Alpes reçurent des photos des 3 sœurs. Rien. La bicyclette retrouvée près de la Saône demeurait l'unique élément tangible. Pourquoi était-elle là? L'inspecteur Beaumont revint sans cesse à cette question. Il fit analyser la bicyclette pour des empreintes digitales. On trouva celle de Céline, évidemment, et des empreintes partielles qui ne correspondaient à rien dans les fichiers. La roue avant tordue suggérait une chute ou un impact, mais rien de violent. Quelqu'un avait roulé avec cette bicyclette depuis la rue d'Enfer-Rochereau jusqu'au quai Saint-Vincent, puis l'avait abandonnée là. Mais dans quel but? En septembre 1979, quand l'année scolaire reprit, l'absence des 3 sœurs Mercier résonna douloureusement dans les établissements qu'elles fréquentaient. Au lycée Édouard Herriot, la place de Céline resta vide en classe de terminale. Ses professeurs se souvenaient de son sérieux, de sa discrétion.
Une camarade confia à l'inspecteur Beaumont que Céline semblait préoccupée les dernières semaines, avant les vacances d'été, mais qu'elle refusait d'en parler. Au collège, les amis de Juliette organisèrent une veillée, allumant des bougies et déposant des dessins sur le bureau qu'elle occupait. À l'école primaire, les camarades de Margot pleurèrent, incapables de comprendre comment leur amie si vivante pouvait avoir disparu. Le quartier de la Croix-Rousse changea imperceptiblement après cette disparition. Les parents surveillaient leurs enfants avec une anxiété nouvelle. Les adolescents ne pouvaient plus sortir aussi librement qu'avant. Madame Arnaud, rongée par la culpabilité de n'avoir rien remarqué d'anormal ce jour-là, passait désormais des heures à sa fenêtre, scrutant chaque passant, comme si elle pouvait rattraper ce qu'elle avait manqué. Les mois devinrent des années. En 1980, l'enquête officielle ralentit. L'inspecteur Beaumont ne pouvait plus y consacrer autant de temps. D'autres affaires réclamaient son attention. Le dossier resta ouvert, mais dormant. Céline aurait eu 19 ans, Juliette 16 ans, Margot 13 ans. Anne-Marie célébrait ses anniversaires dans le silence, préparant les gâteaux préférés de chacune, les laissant intacts sur la table jusqu'au lendemain matin. En juin 1982, Henri Mercier fut retrouvé mort dans son lit. Crise cardiaque, conclut le médecin légiste. Mais tous ceux qui le connaissaient savaient que c'était le chagrin qui l'avait tué. Son cœur s'était brisé ce 14 juillet 1979 et avait simplement mis 3 ans à s'arrêter complètement. Il avait 50 ans. Aux funérailles, Anne-Marie resta stoïque, le visage sec, comme si elle n'avait plus de larmes à verser. Georges Levesque soutint sa sœur pendant toute la cérémonie, sentant son corps trembler silencieusement contre le sien. Anne-Marie continua à vivre seule dans l'appartement trop grand. Elle refusait obstinément de déménager. « Comment mes filles me retrouveraient-elles si je ne suis plus là ?» répétait-elle à Georges quand il tentait de la convaincre de partir. Elle conserva son poste d'enseignante, trouvant dans le travail une forme d'anesthésie temporaire à sa douleur. Ses collègues la décrivaient comme une femme devenue austère, distante, qui souriait rarement mais accomplissait son métier avec un dévouement presque inquiétant. Les années 80 passèrent. Le dossier Mercier sombrait progressivement dans les archives poussiéreuses du commissariat. Parfois, un nouvel inspecteur tombait sur le dossier et le rouvrait, relisant les témoignages, examinant les photos jaunies des 3 sœurs souriantes. Mais sans nouvelles pistes, sans éléments nouveaux, l'enquête ne pouvait avancer. L'inspecteur Beaumont prit sa retraite en 1991. Avant de partir, il rendit visite à Anne-Marie, lui promettant qu'il n'oublierait jamais Céline, Juliette et Margot. Elle le remercia d'un simple hochement de tête, incapable de prononcer un mot. Sophie Mercier-Fontaine, la cousine des 3 sœurs disparues, avait 21 ans en 1979. Fille unique d'un cousin éloigné d'Henri, elle avait toujours été proche de ses jeunes cousines, malgré la différence d'âge. Elle vivait alors à Grenoble, où elle terminait des études d'infirmière. Quand elle apprit la disparition, elle revint immédiatement à Lyon, soutenant Anne-Marie et Henri du mieux qu'elle pouvait. Elle resta plusieurs mois, aidant aux recherches, accompagnant Anne-Marie dans ses démarches obsessionnelles. Puis la vie l'appela ailleurs. Elle se maria en 1983, eut 2 enfants, construisit une carrière dans un hôpital de Villeurbanne. Mais elle n'oublia jamais ses cousines. Chaque 14 juillet, elle appelait Anne-Marie. Chaque année, elle venait déjeuner avec elle au moins une fois, écoutant les mêmes histoires, les mêmes théories, la même douleur qui ne s'atténuait jamais. En 1995, Simone Mercier, la grand-mère paternelle des filles, décéda à l'âge de 87 ans. Elle avait passé les 16 dernières années de sa vie dans une attente silencieuse, refusant de croire que ses petites filles étaient mortes, s'accrochant à l'espoir irrationnel qu'elles réapparaîtraient un jour. Sa maison du quartier de Montplaisir resta vide pendant plusieurs années. Anne-Marie ne pouvait se résoudre à la vendre. C'était un des derniers liens avec le passé, avec l'époque où ses filles vivaient encore. Les années 2000 arrivèrent. Lyon avait changé. Le métro s'était étendu.
De nouveaux quartiers s'étaient développés. La technologie avait transformé la vie quotidienne. Les gens portaient des téléphones portables, utilisaient Internet. Le monde était devenu méconnaissable par rapport à ce juillet 1979 où 3 jeunes filles étaient parties acheter des glaces au citron. Anne-Marie avait 68 ans. Ses cheveux étaient complètement blancs. Elle avait pris sa retraite de l'enseignement en 2002, mais continuait à vivre dans le même appartement, entourée des fantômes de ses filles. Georges, maintenant retraité lui aussi, passait la voir plusieurs fois par semaine. Ils parlaient peu. Parfois, ils restaient simplement assis ensemble dans le salon silencieux, chacun perdu dans ses souvenirs. En février 2005, Sophie Mercier-Fontaine, désormais âgée de 47 ans, prit une décision qu'elle repoussait depuis des années. La maison de Simone à Montplaisir ne pouvait plus rester vide. Elle se dégradait, les factures s'accumulaient. Anne-Marie avait finalement accepté de la vendre, à condition que Sophie s'occupe de tout. Elle ne pouvait pas, disait-elle, retourner dans cette maison pleine de souvenirs. Sophie engagea une entreprise de rénovation. La maison nécessitait d'importants travaux avant de pouvoir être mise en vente. En vidant les pièces, Sophie redécouvrit des fragments du passé familial, de vieilles photos dans des albums moisis, des meubles que Simone avait conservés depuis les années 50, des cartons remplis d'objets qui n'avaient plus de sens pour personne. Le mercredi 9 mars 2005, Sophie travaillait dans l'ancien salon de Simone avec 2 ouvriers. Ils devaient démonter une bibliothèque encastrée qui occupait tout un mur. En retirant les étagères, un des ouvriers remarqua une fissure inhabituelle dans le panneau arrière de la bibliothèque. En l'examinant de plus près, Sophie découvrit qu'il ne s'agissait pas d'une fissure, mais d'une séparation entre 2 planches de bois. Avec précaution, elle glissa ses doigts dans l'interstice et tira doucement. Le panneau céda, révélant une petite cavité d'environ 30 cm de profondeur entre la bibliothèque et le mur réel. L'espace était poussiéreux, des toiles d'araignée s'étiraient dans l'obscurité. Sophie utilisa la lampe de son téléphone portable pour éclairer l'intérieur. Il y avait quelque chose, une enveloppe jaunie par le temps, coincée au fond de la cavité. Sophie la saisit délicatement. L'enveloppe était en papier épais, légèrement gondolé par l'humidité accumulée pendant des décennies. Aucune adresse n'était inscrite dessus, juste un nom, tracé à l'encre bleue d'une écriture appliquée qu'elle reconnut immédiatement. Son cœur s'arrêta. « Maman » était écrit sur l'enveloppe. L'écriture de Céline. Sophie s'assit sur le sol poussiéreux, l'enveloppe tremblante entre ses mains. Les ouvriers, sentant l'importance du moment, s'éclipsèrent discrètement dans une autre pièce. Pendant plusieurs minutes, Sophie ne put que fixer ce mot. « Maman » écrit par Céline. Une enveloppe cachée depuis 26 ans dans la maison de sa grand-mère. Avec des gestes infiniment prudents, Sophie ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, 3 feuilles de papier pliées. Elle les déplia lentement. L'encre avait légèrement pâli, mais restait parfaitement lisible. La date en haut de la première page la fit suffoquer. 10 juillet 1979, 4 jours avant la disparition. Sophie commença à lire, et chaque mot la glaça jusqu'aux os. La lettre commençait ainsi. « Chère maman, si tu lis ces mots, c'est que quelque chose de terrible est arrivé. Je ne sais pas si j'aurai le courage de te parler directement, alors j'écris cette lettre que je cache chez grand-mère Simone, dans l'endroit secret où je rangeais mes trésors quand j'étais petite. Si tout se passe bien, je viendrai la récupérer et la détruirai. Sinon, peut-être qu'un jour, quelqu'un la trouvera, et tu sauras enfin la vérité. » Sophie dut s'arrêter, submergée par l'émotion. Sa main tremblait tellement qu'elle avait du mal à tenir les pages. Elle respira profondément et continua. « Maman, il faut que tu saches quelque chose sur papa. Depuis plusieurs mois, il est différent. Pas seulement à cause de l'alcool, il y a quelque chose d'autre. Il parle tout seul la nuit, je l'entends depuis ma chambre. Il dit des choses qui n'ont aucun sens. Il parle d'argent qu'il doit, de gens qu'il menace, de décisions qu'il a prises et qu'il regrette. Jeudi dernier, le 4 juillet, j'ai entendu une dispute terrible entre vous deux. Tu lui demandais où était passé l'argent des économies. Il criait qu'il avait tout perdu, qu'il avait fait une erreur, qu'il pouvait arranger les choses. Tu pleurais, maman.
Je ne t'avais jamais entendu pleurer comme ça. Sophie sentit sa gorge se serrer. Elle n'avait jamais su. Personne n'avait su. Céline avait porté ce fardeau seule, à 17 ans. Le lendemain, vendredi 5 juillet, un homme est venu à la maison. J'étais seul, tu étais à l'école et papa au travail. Il a frappé à la porte. C'était un homme d'environ 40 ans, costaud, avec une cicatrice sur la joue gauche. Il m'a demandé si Henri Mercier habitait ici. J'ai dit oui. Il m'a regardé bizarrement, puis a dit « Dis à ton père que Rémi est passé. Dis-lui que le temps est écoulé. Dis-lui qu'on connaît tous les moyens de pression. » Puis il est parti. J'étais terrifié, maman. Quand papa est rentré, je lui ai raconté. Il est devenu blanc comme un mort. Il m'a fait jurer de ne rien dire à personne, surtout pas à toi. Il m'a dit que c'était juste des problèmes d'argent, que tout serait résolu bientôt, qu'il ne fallait pas t'inquiéter. Sophie se leva brusquement, marchant de long en large dans le salon abandonné. Cette information changeait tout. Henri avait des dettes. Des dettes suffisamment graves pour que des hommes viennent menacer sa famille. Pourquoi personne n'avait-il jamais mentionné cela pendant l'enquête? Elle retourna s'asseoir et reprit sa lecture, le cœur battant à tout rompre. Samedi 6 juillet, j'ai suivi papa. Je sais que c'était mal, mais j'étais inquiète. Après son travail, au lieu de rentrer directement, il est allé dans un café près de la gare de Perrache. Je suis resté de l'autre côté de la rue, caché derrière un abribus. J'ai vu l'homme à la cicatrice entrer dans le café. Ils sont restés ensemble pendant presque 1 heure. Quand papa est ressorti, il avait l'air effondré. Il s'est assis sur un banc et a pleuré. J'ai failli aller vers lui, mais j'avais peur qu'il soit en colère que je l'ai suivi. Céline décrivait ensuite les jours suivants. Henri qui devenait de plus en plus nerveux, sursautant à chaque coup de téléphone. Anne-Marie qui sentait que quelque chose n'allait pas, mais à qui Henri refusait de parler. Les disputes qui reprenaient la nuit, plus violentes. Mercredi 10 juillet, papa m'a pris à part. Il m'a dit qu'il devait partir quelques jours, qu'il avait trouvé une solution à ses problèmes, mais qu'il devait s'absenter. Il m'a fait promettre de m'occuper de mes sœurs, de veiller sur toi. Il avait les larmes aux yeux, maman. Il m'a serré dans ses bras comme il ne l'avait plus fait depuis que j'étais petite. Puis, il a dit quelque chose d'étrange. Si quelque chose arrive, souviens-toi que je vous aime toutes, et souviens-toi de l'endroit où personne ne penserait à chercher. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, mais il a secoué la tête et est parti. Sophie relut cette phrase 3 fois, l'endroit où personne ne penserait à chercher. Ces mots résonnaient étrangement. Céline les avait mentionnés, répétés ici. Qu'est-ce que Henri avait voulu dire? La lettre continuait sur 2 pages encore, Céline exprimant ses peurs, ses doutes, son sentiment d'impuissance. Elle évoquait l'envie de tout raconter à sa mère, mais la peur de briser leur famille déjà fragile. Elle mentionnait aussi oncle Georges, qu'elle considérait comme un refuge potentiel si les choses empiraient. Les derniers mots de la lettre étaient les plus déchirants. « Maman, j'ai peur. Pas pour moi, mais pour nous toutes. Je sens que quelque chose de terrible va arriver. Papa a changé. Il nous regarde différemment, comme s'il nous disait au revoir. Samedi, nous allons au parc comme d'habitude. J'espère que tout ira bien. J'espère que je pourrai détruire cette lettre et que tout redeviendra normal. Mais si tu lis ces mots, sache que je t'aime, que je n'ai jamais voulu te faire de la peine, et que quoi qu'il se soit passé, ce n'était pas ta faute. Je t'aime, maman. Céline. Sophie resta immobile pendant ce qui lui sembla une éternité. La lettre tremblait entre ses mains, tout prenait un sens nouveau, terrible. Henri avait des dettes de jeu probablement. Des hommes le menaçaient. Il avait dit quelque chose à Céline à propos d'un endroit où personne ne chercherait. Et 4 jours plus tard, ces 3 filles disparaissaient. Elles devaient montrer cette lettre à Anne-Marie, immédiatement. Mais comment? Comment apporter à une mère qui avait souffert pendant 26 ans une nouvelle qui allait tout détruire? Comment lui dire que son mari, mort depuis 23 ans, était peut-être lié à la disparition de leur fille? Sophie photographia chaque page de la lettre avec son téléphone portable, par précaution, puis glissa délicatement les feuilles dans une pochette plastique qu'elle trouva dans son sac. Elle quitta la maison de Simone sans terminer le travail de la journée, laissant les ouvriers perplexes. Elle devait réfléchir, comprendre, avant d'agir.
Dans sa voiture, garée dans une rue tranquille, elle appela le commissariat du 4e arrondissement. Après plusieurs transferts, on lui passa un jeune inspecteur, Julien Marchand, 32 ans, qui avait repris le dossier Mercier lors d'une réorganisation des archives l'année précédente. Sophie expliqua sa découverte. Il y eut un long silence à l'autre bout de la ligne, puis l'inspecteur Marchand lui demanda de venir immédiatement avec la lettre. Au commissariat, l'inspecteur Marchand lut la lettre 3 fois de suite, prenant des notes, fronçant les sourcils. Il consulta ensuite le dossier d'enquête original, épais de plusieurs centaines de pages. Nulle part il n'était fait mention de dette d'Henri Mercier. Nulle part on ne trouvait trace d'un homme nommé Rémy avec une cicatrice sur la joue. « Madame Fontaine, dit l'inspecteur en relevant les yeux, cette lettre change complètement la donne. Si Henri Mercier était menacé, si des hommes exerçaient une pression sur lui, cela ouvre des pistes que l'enquête originale n'a jamais explorées. Mais il nous faut plus. Nous devons retrouver ce Rémy. Nous devons comprendre ce que signifie cette phrase sur l'endroit où personne ne chercherait. Et nous devons découvrir ce qu'Henri a fait les jours précédant la disparition. » L'inspecteur Marchand contacta immédiatement son supérieur. La découverte de cette lettre justifiait la réouverture complète du dossier. Une équipe fut constituée le lendemain. Ils commencèrent par interroger Anne-Marie, et ce fut Sophie qui dut accompagner l'inspecteur pour cette conversation déchirante. Anne-Marie écouta la lecture de la lettre de Céline sans broncher. Son visage resta de marbre pendant toute la durée, mais ses mains serraient les accoudoirs de son fauteuil avec une force terrible. Quand l'inspecteur termina, elle resta silencieuse pendant plusieurs minutes, puis, d'une voix étrangement calme, elle dit « Je savais qu'Henri avait des problèmes d'argent. Je le savais, mais je n'imaginais pas que c'était à ce point. Il me cachait tout. Je pensais qu'il buvait à cause du stress du travail, de la fermeture progressive des usines. Je n'ai jamais imaginé qu'il pouvait y avoir des dettes, des menaces. » Elle révéla alors quelque chose qu'elle n'avait jamais mentionné à personne. 3 jours avant la disparition, le 11 juillet 1979, elle avait trouvé Henri dans la cave de l'immeuble, en train de déplacer des objets, cherchant quelque chose. Quand elle lui avait demandé ce qu'il faisait, il avait sursauté violemment, puis avait prétendu ranger. Mais elle avait remarqué qu'il transpirait abondamment, qu'il tremblait. Elle avait voulu insister, mais il était remonté précipitamment à l'appartement. Cette information intrigua l'inspecteur Marchand. La cave. Henri cherchait quelque chose dans la cave 3 jours avant que ses filles ne disparaissent. Et ensuite, la bicyclette de Céline, normalement rangée dans cette même cave, s'était retrouvée abandonnée près de la Saône. L'équipe d'investigation obtint l'autorisation d'accéder aux archives bancaires d'Henri Mercier. Ce qu'ils découvrirent confirma les pires soupçons. Entre janvier et juin 1979, Henri avait effectué plusieurs retraits importants. Au total, presque 15 000 francs, une somme considérable pour l'époque, surtout pour un ouvrier. L'argent avait été retiré progressivement, par montant de 500 à 1000 francs. En juillet, le compte était vide, plus d'économie, plus rien. Mais où cet argent était-il allé? L'inspecteur Marchand fit des recherches dans les archives de la police concernant les réseaux de jeux clandestins actifs à Lyon à la fin des années 70. Il découvrit que plusieurs tripots fonctionnaient dans le quartier de la Guillotière et autour de la gare de Perrache, exactement là où Céline avait vu son père rencontrer l'homme à la cicatrice. L'équipe retrouva dans les archives un rapport de police datant de 1980 concernant le démantèlement d'un réseau de jeux illégaux. Parmi les noms mentionnés figurait un certain Rémy Dufour, 42 ans à l'époque, condamné à 3 ans de prison pour extorsion et coups et blessures. La description physique correspondait cicatrice sur la joue gauche résultant d'une bagarre au couteau dans sa jeunesse. Rémy Dufour était décédé en 1996, mais l'inspecteur Marchand réussit à localiser un de ses anciens associés, maintenant âgé de 73 ans et vivant dans une maison de retraite à Vénissieux. L'homme, affaibli par la maladie, accepta de parler après qu'on lui eut garanti l'immunité pour des faits prescrits.
Il confirma qu'Henri Mercier fréquentait effectivement leur tripot du quartier de Perrache entre 1978 et 1979. Au début, Henri venait rarement, pariant de petites sommes, puis il était devenu accro. Il perdait systématiquement, empruntait pour rejouer, perdait encore. En juillet 1979, il devait environ 20 000 francs à Rémy Dufour, une somme énorme qu'il ne pouvait pas rembourser. Rémy n'était pas patient, raconta le vieil homme. Il envoyait ses gars faire pression sur les débiteurs, des menaces sur la famille, c'était classique. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé avec Mercier. Rémy a dit un jour, début août 79, que le problème était réglé, que Mercier avait payé. Puis plus rien. On n'a plus entendu parler de lui. Réglé comment? C'était la question cruciale. Henri n'avait plus d'argent en juillet. Comment avait-il pu payer une dette de 20 000 francs? Et quel rapport avec la disparition de ses filles 4 jours après les menaces? L'inspecteur Marchand décida de reprendre l'enquête depuis le début, mais avec ses nouvelles informations. Il reconstitua minutieusement la journée du 14 juillet 1979, heure par heure. Les filles quittent l'appartement à 14h45. Henri est à la maison, Anne-Marie également. Ils devaient tous les deux rester à l'appartement cet après-midi-là. Pourtant, en interrogeant à nouveau les voisins 26 ans plus tard, un détail émergea. Monsieur Gauthier, qui habitait au 5e étage et qui avait aujourd'hui 91 ans, se souvenait avoir croisé Henri dans l'escalier vers 15h30. Henri descendait rapidement, l'air pressé. Monsieur Gauthier ne l'avait pas mentionné en 1979 parce que personne ne lui avait posé la question de manière spécifique. Henri était donc sorti de l'appartement après le départ de ses filles. Où était-il allé? L'inspecteur Marchand consulta les anciens relevés téléphoniques. À 15h12, un appel avait été passé depuis l'appartement des Mercier vers un numéro qui, après vérification, correspondait à une cabine téléphonique située rue de la Charité, près de la gare de Perrache. Quelqu'un avait appelé cette cabine. Henri ou Anne-Marie. Anne-Marie jura qu'elle n'avait passé aucun appel cet après-midi-là. L'inspecteur formula une hypothèse glaçante. Henri avait contacté quelqu'un. Cette personne l'avait rappelé ou attendait son appel à la cabine. Puis Henri était sorti précipitamment. Pour aller où? Faire quoi? L'inspecteur Marchand retourna interroger Anne-Marie sur un détail très précis. Où exactement Henri rangeait-il des objets dans la cave? Anne-Marie descendit avec lui dans les caves de l'immeuble de la rue d'Enfer-Rochereau. Les lieux avaient peu changé en 26 ans. Des box grillagés où les résidents entreposaient leurs affaires. Anne-Marie indiqua celui qui avait appartenu à leur famille. L'inspecteur examina minutieusement l'espace. Des vélos rouillés, des cartons moisis, des meubles cassés abandonnés par les occupants successifs. Rien d'intéressant au premier abord. Mais en se penchant, il remarqua quelque chose dans le sol de béton. Une zone légèrement plus claire que le reste, rectangulaire, d'environ 1 mètre sur 2. Comme si du béton avait été coulé plus récemment que le sol environnant. Il contacta immédiatement les services techniques. Le lendemain, une équipe arriva avec du matériel de détection. Le radar à pénétration de sol révéla une anomalie. Il y avait un vide sous cette section du sol. Quelque chose avait été enterré là. L'autorisation de creuser fut obtenue dans l'urgence. Le 18 mars 2005, les ouvriers commencèrent à briser le béton. À 50 cm de profondeur, ils tombèrent sur quelque chose, un sac en toile cirée hermétiquement fermé. L'inspecteur Marchand l'ouvrit avec des gants. À l'intérieur, pas de corps, pas de restes humains, mais des documents, des dizaines de documents, des reconnaissances de dettes signées par Henri Mercier, des lettres de menaces, des photos, et surtout, un carnet. Le carnet d'Henri Mercier, rempli de son écriture nerveuse, racontant jour après jour sa descente aux enfers. L'inspecteur lut le carnet dans son intégralité. C'était un journal intime que personne ne connaissait. Henri y avait consigné sa dépendance au jeu, ses pertes, ses mensonges à Anne-Marie, sa spirale de dettes. Les dernières entrées dataient de juillet 1979. Elles étaient déchirantes. 8 juillet. Rémy est venu me voir aujourd'hui à la sortie de l'usine.
Il dit que si je ne paie pas avant le 15 juillet, il s'en prendra à ma famille. Il connaît les horaires de mes filles. Il sait où elles vont à l'école. J'ai peur. Je ne sais pas quoi faire. 10 juillet. J'ai trouvé une solution. C'est horrible, mais c'est la seule façon de les protéger toutes. Je dois les éloigner. Pas pour toujours. Juste le temps que je règle ce problème. J'ai parlé à quelqu'un qui peut m'aider. Ça va me coûter tout ce qui reste, mais elles seront en sécurité. Je leur expliquerai plus tard. Elles comprendront. 12 juillet. Tout est organisé. Samedi, pendant qu'elles seront au parc, je ferai ce qui doit être fait. Anne-Marie ne doit rien savoir. C'est pour les protéger, toutes. Je les aime tellement. Quand tout sera fini, quand Rémi sera satisfait, je les ramènerai. Quelques mois, un an maximum. Le temps de tout reconstruire. 13 juillet. Demain. J'ai presque envie de tout annuler, mais je ne peux pas. Céline me regarde bizarrement. Elle sait que quelque chose ne va pas. Je dois être fort. C'est pour elle, pour les sauver. L'inspecteur Marchand sentit son sang se glacer. Henri avait planifié quelque chose qu'il croyait être une protection pour ses filles. Mais quoi exactement? Le carnet s'arrêtait au 13 juillet. Pas d'entrée pour le 14. Il continua à fouiller dans le sac. Au fond, sous tous les documents, il trouva une dernière enveloppe. Elle contenait 3 billets de train. Lyon-Genève. Daté du 14 juillet 1979. Départ à 19h15. 3 billets au nom de Céline, Juliette et Margot Mercier. La vérité explosa dans l'esprit de l'inspecteur comme une bombe. Henri n'avait pas fait disparaître ses filles. Il avait tenté de les faire fuir en Suisse, loin des menaces de Rémi, pendant qu'il réglait ses dettes. Mais manifestement, quelque chose avait terriblement mal tourné. Les filles n'étaient jamais montées dans ce train. Que s'était-il passé entre le parc et la gare? L'inspecteur retourna voir Anne-Marie avec ses découvertes. Elle s'effondra en apprenant la vérité. Henri avait voulu les protéger à sa manière désespérée et maladroite. Mais il avait échoué. Et ce secret l'avait détruit de l'intérieur jusqu'à sa mort. Sophie, présente lors de cette révélation, posa la question que tout le monde se posait. Mais alors, où sont-elles? Si Henri voulait les envoyer en Suisse, pourquoi ne sont-elles jamais arrivées à la gare? Que s'est-il passé ce soir-là? L'inspecteur Marchand reprit l'enquête avec ses nouvelles données. Henri était sorti vers 15h30. Les filles rentrèrent du parc vers 18h30. Henri devait les intercepter quelque part, leur expliquer le plan, les emmener à la gare. Mais quelque chose n'avait pas fonctionné. Il se replongea dans tous les témoignages de 1979. Et soudain, un détail insignifiant prit une importance capitale. Un chauffeur de taxi avait été interrogé à l'époque. Il avait signalé avoir pris en charge un homme et 3 jeunes filles, place Bellecour, vers 18h45 le 14 juillet. L'homme semblait nerveux, les filles confuses. Il les avait déposées à la gare de Perrache vers 19h. À l'époque, ce témoignage n'avait mené nulle part, car personne ne correspondait au signalement d'alors. Mais avec les nouvelles informations, tout s'éclairait. Henri avait bien intercepté ses filles. Il les avait emmenées en taxi à la gare. Mais que s'était-il passé ensuite? Pourquoi n'avait-elle jamais pris le train? L'inspecteur Marchand fouilla dans les archives de la gare de Perrache. Et là, dans un rapport de sécurité routinier daté du 15 juillet 1979, il trouva une note manuscrite d'un agent de gare. Incident quai numéro 5, 19h, 14 juillet. Homme effondré, transport ambulance hôpital Édouard Herriot. 3 jeunes filles, laissées seules, prises en charge par services sociaux d'urgence. L'inspecteur sentit son cœur bondir. Il contacta immédiatement les archives de l'hôpital Édouard Herriot. Après 2 jours de recherches intensives, on retrouva le dossier. Henri Mercier avait été admis aux urgences le 14 juillet 1979 à 19h23. Diagnostic, crise cardiaque mineure due au stress extrême. Il était resté hospitalisé 24 heures, puis était rentré chez lui. Tout se mettait en place, mais une pièce cruciale manquait encore. Si Henri avait fait une crise cardiaque à la gare, que les services sociaux avaient pris en charge 3 jeunes filles, où étaient les traces de cette prise en charge?
L'inspecteur Marchand contacta les archives des services sociaux de Lyon. Ce qu'il découvrit le stupéfia. Le 14 juillet 1979 était un samedi férié. Les services sociaux fonctionnaient en mode réduit. Les 3 sœurs Mercier avaient effectivement été confiées temporairement à une assistante sociale d'urgence, Madame Françoise Rivière, qui assurait les permanences ce jour-là. Mais Madame Rivière était décédée en 1983 dans un accident de voiture. Tous ces dossiers en cours avaient été transférés à différents collègues, et dans le chaos administratif de l'époque, certains dossiers s'étaient perdus. L'inspecteur retrouva néanmoins une collègue de Madame Rivière, maintenant âgée de 70 ans et retraitée depuis 15 ans. Cette femme, Madame Pauline Sorel, se souvenait vaguement de cette histoire. Françoise m'en avait parlé le lundi suivant, raconta-t-elle. Elle avait pris en charge 3 sœurs dont le père avait fait un malaise à la gare. Elle les avait emmenées dans un foyer d'accueil d'urgence pour la nuit, le foyer Sainte-Marthe, dans le 8e arrondissement. Elle devait contacter la famille le lendemain, mais quand elle a appelé, personne ne répondait. Elle a dû penser que tout était rentré dans l'ordre. Le foyer Sainte-Marthe avait fermé en 1987. Mais l'inspecteur réussit à localiser l'ancienne directrice, Madame Geneviève Lambert, 82 ans, qui vivait dans une résidence pour personnes âgées à Caluire-et-Cuire. Sa mémoire était encore remarquablement précise. « Je me souviens de ces 3 filles, » dit-elle d'une voix tremblante. Elles sont arrivées tard le samedi soir, complètement bouleversées. Leur père avait fait un malaise devant elles. L'ambulance l'avait emmenée. Elles ne comprenaient pas ce qui se passait. La plus grande, Céline, ne voulait parler à personne. Elle serrait ses sœurs contre elle. Elles ont dormi dans la même chambre cette nuit-là. Le dimanche matin, je leur ai donné le petit déjeuner. Elles étaient silencieuses, traumatisées. Puis vers 10 heures, un homme est venu les chercher. L'inspecteur se redressa brusquement. Un homme. Qui? Il disait être leur oncle. Il avait des papiers d'identité. Il connaissait leurs noms, les noms de leurs parents. Il a dit que la famille avait été prévenue, qu'il venait les ramener chez eux. Les filles l'ont reconnu. La plus grande a même dit « Oncle Georges ». J'ai vérifié ces papiers. Tout semblait en ordre. Je les ai laissés partir avec lui. Georges Levesque, le frère d'Anne-Marie, l'oncle attentionné qui passait si souvent, qui adorait ses nièces, qui était devenu le pilier de la famille après la disparition. L'inspecteur Marchand sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il fallait retrouver Georges immédiatement. Mais Georges avait maintenant 66 ans. Il vivait toujours à Lyon, dans le même appartement du 6e arrondissement qu'il occupait depuis les années 70. Le lendemain matin, l'inspecteur Marchand, accompagné de 2 collègues, se présenta chez Georges Levesque. L'homme ouvrit la porte, le visage marqué par l'âge et une fatigue profonde. Quand il vit les uniformes, quelque chose passa dans son regard. Une forme de soulagement mêlé à de la résignation. « Vous avez trouvé la lettre de Céline », dit-il simplement. Ce n'était pas une question. Au commissariat, Georges Levesque parla pendant près de 5 heures. Son récit, entrecoupé de sanglots, révéla la vérité complète de cette terrible journée de juillet 1979. Le samedi 14 juillet, Georges avait reçu un appel paniqué de l'hôpital Édouard Herriot, vers 20h30. Henri avait fait une crise cardiaque à la gare. Il délirait, parlait de ses filles, disait qu'elles étaient seules, qu'il fallait les protéger de Rémi. L'hôpital avait trouvé dans son portefeuille une carte avec le numéro de Georges en cas d'urgence. Georges s'était précipité à l'hôpital. Henri, encore sous le choc, lui avait tout raconté. Les dettes de jeu, les menaces, son plan désespéré pour envoyer ses filles en Suisse. Il supplia Georges de les retrouver, de les ramener chez Anne-Marie, d'expliquer que tout était de sa faute. Mais Georges, en écoutant son beau-frère, eut une idée différente. Une idée qu'il ruminerait avec honte et culpabilité pendant 26 ans. Il aimait ses nièces plus que tout. Il avait toujours voulu des enfants. Et voilà qu'Henri lui offrait, sans le savoir, une opportunité terrible. Je me suis dit que je pouvais les protéger mieux qu'Henri et Anne-Marie, confessa Georges, les larmes coulant sur ses joues. Henri était un joueur ruiné avec des dettes. Anne-Marie était dépassée, leur fille méritait mieux.
Je pouvais leur offrir une vie stable, sans danger, sans stress. J'ai rationalisé. Je me suis convaincu que c'était pour leur bien. Le dimanche 15 juillet au matin, Georges s'était rendu au foyer Sainte-Marthe. Il avait utilisé ses vrais papiers d'identité. Les filles l'avaient reconnu, elles lui faisaient confiance. Céline avait hésité, elle sentait que quelque chose n'allait pas, mais Georges l'avait rassurée, lui disant qu'il les ramenait chez leur mère. Mais il ne les avait pas ramenés rue d'Enfert-Rochereau. Il les avait emmenés dans une petite maison qu'il possédait dans les montagnes du Jura, près de Saint-Claude, à 150 kilomètres de Lyon. Une maison héritée de ses parents, isolée, où il passait ses vacances. Personne à Lyon ne connaissait cette propriété. Il ne l'avait jamais mentionnée à Anne-Marie. Les premiers jours, elle ne comprenait pas, continua Georges. Je leur disais que c'était temporaire, que leur père allait mieux, qu'on devait attendre un peu. Céline voulait appeler sa mère. Je lui ai dit que le téléphone était en panne. J'inventais excuse après excuse, puis les jours sont devenus des semaines. J'avais peur de les ramener. J'avais peur des conséquences. J'avais peur de tout perdre. Georges expliqua comment il avait organisé cette vie parallèle. Il prenait des congés de sa banque, prétextant du stress lié à la disparition de ses nièces. Il passait des semaines entières dans sa maison du Jura avec les 3 filles. Il leur apportait des livres, des vêtements, de la nourriture. Il leur faisait l'école à la maison. Les filles ne pouvaient pas sortir. Il leur disait que c'était dangereux, que les hommes qui menaçaient leur père les cherchaient. Céline avait essayé de s'échapper 3 fois la première année. Georges avait dû mettre des verrous supplémentaires. Il ne les maltraitait pas, il les aimait sincèrement à sa manière tordue, mais il les privait de leur liberté, de leur famille, de leur vie. Au fil des années, quelque chose d'horrible s'était produit. Les filles s'étaient adaptées. Le syndrome de Stockholm avait opéré progressivement. Georges était leur unique contact avec le monde extérieur. Il était gentil, attentionné, présent. Céline avait fini par arrêter de résister. Juliette et Margot, plus jeunes, avaient presque oublié leur vie d'avant. En 1997, dit Georges d'une voix brisée, Céline avait 35 ans, Juliette 32, Margot 29. Elles étaient devenues des femmes dans cette prison dorée que j'avais créée. Céline lisait des centaines de livres, Juliette peignait. Margot avait un jardin potager. Elles vivaient comme des ermites. Je leur avais volé leur vie. L'inspecteur Marchand l'interrompit. « Où sont-elles maintenant ?» Georges leva les yeux, et pour la première fois, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir traversa son regard. « Elles sont toujours là-bas, dans la maison du Jura. Elles attendent, elles savent que je viens toujours. » Le 22 mars 2005, une équipe de police, accompagnée de psychologues et de médecins, se rendit à la maison isolée de Saint-Claude. C'était une bâtisse en pierre, entourée de forêts, accessible seulement par un chemin de terre. De la fumée sortait de la cheminée. Quand les policiers frappèrent à la porte, ce fut Juliette qui ouvrit. Elle avait 40 ans, mais en paraissait 50. Ses cheveux étaient gris, son visage marqué par des années d'isolement. Elle regarda les uniformes avec confusion, puis effroi. À l'intérieur, Céline et Margot étaient assises dans le salon. Des livres partout, des peintures au mur, des plantes en pot. Une vie figée dans le temps, comme un musée de l'enfermement. Céline, maintenant âgée de 43 ans, regarda l'inspecteur Marchand et dit simplement « Ma mère est-elle toujours en vie ?» Les 3 sœurs furent emmenées à l'hôpital de Saint-Claude pour des examens médicaux et psychologiques. Physiquement, elles étaient en bonne santé. Georges avait pris soin d'elles à sa façon. Psychologiquement, les dégâts étaient immenses. 26 ans de captivité les avaient transformées. Elles n'avaient jamais connu l'Internet, les téléphones portables, le monde moderne. Elles vivaient comme si le temps s'était arrêté en 1979. Le 24 mars 2005, les 3 sœurs furent ramenées à Lyon. Anne-Marie, accompagnée de Sophie, attendait au commissariat. Quand Céline, Juliette et Margot entrèrent dans la salle, le temps sembla s'arrêter. Anne-Marie resta immobile, incapable de bouger, de respirer. Puis elle s'effondra, sanglotant comme elle n'avait pas pleuré depuis 26 ans. Les retrouvailles furent déchirantes. Les 3 filles, maintenant des femmes d'âge mûr, reconnurent leur mère malgré les décennies écoulées.
Elles la serrèrent dans leurs bras, pleurant ensemble, murmurant des mots sans suite. Anne-Marie répétait inlassablement « Je suis désolée, je suis tellement désolée », même si rien n'était de sa faute. Et Georges Levesque fut inculpé de séquestration, d'enlèvement de mineurs et de non-assistance à personne en danger. Son procès eut lieu en octobre 2005. Sa défense plaida une forme de folie temporaire, un acte d'amour perverti par la solitude et le désespoir. Le procureur requit 30 ans de réclusion. Le verdict tomba, 25 ans de prison ferme. Georges avait 66 ans. Il mourrait probablement en prison. Lors de son dernier témoignage, Georges se tourna vers ses nièces, assises au fond de la salle d'audience. « Je sais que je ne peux pas demander pardon. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je veux que vous sachiez que je vous ai aimé. Mal, terriblement mal. Mais je vous ai aimé. Et chaque jour de ces 26 ans, j'ai pensé à vous ramener. Chaque jour, j'ai manqué de courage. » Céline, Juliette et Margot entamèrent un long processus de réintégration dans la société. Des psychologues les accompagnaient quotidiennement. Anne-Marie s'installa avec elles dans un nouvel appartement, loin de la rue d'Enfer Rochereau et de ses fantômes. Sophie venait les voir chaque semaine, les aidant à comprendre le monde qui avait continué sans elle. Céline révéla qu'elle avait toujours su, au fond d'elle, que quelque chose n'allait pas. Elle se souvenait de la lettre qu'elle avait cachée chez sa grand-mère. Mais au fil des années de captivité, ses souvenirs s'étaient brouillés. Elle avait fini par accepter la réalité que Georges lui imposait, par survie mentale. Juliette continua à peindre. Ses toiles, sombres et troublantes, racontaient les années perdues, l'enfermement, la lumière qui filtrait par une petite fenêtre. Ses œuvres furent exposées dans une galerie de Lyon en 2007 et connurent un succès inattendu. Margot, la plus jeune, eut le plus de mal. Elle avait été enlevée à 11 ans. Elle n'avait pas connu l'adolescence normale, les premiers amours, la construction de soi. Elle dut tout réapprendre. Avec l'aide de thérapeutes, elle y parvint progressivement. En 2009, lors d'une interview pour un documentaire sur l'affaire, Anne-Marie, alors âgée de 72 ans, déclara « J'ai récupéré mes filles, elles sont vivantes. » Après 26 ans à croire qu'elles étaient mortes, c'est un miracle, mais elles ont perdu leur vie. Georges leur a volé leur jeunesse, leurs rêves, leurs avenirs. Aucune peine de prison ne pourra compenser cela. Je dois vivre avec le fait que mon propre frère a fait ça, et que mon mari, en voulant les protéger, a involontairement créé les conditions de leur enlèvement. Elle fit une pause, les yeux perdus dans le vide, puis ajouta « Henri est mort en pensant que ses filles avaient disparu à cause de lui, à cause de ses dettes, de ses erreurs. Il ne saura jamais qu'elles étaient vivantes. Il ne saura jamais que son plan pour les sauver, aussi maladroit soit-il, n'était pas la cause de leur disparition. C'est la trahison de quelqu'un en qui nous avions tous confiance qui a détruit notre famille. Ce cas nous montre comment les meilleures intentions peuvent se transformer en cauchemar et comment la confiance peut être le masque de la plus terrible des trahisons. L'amour mal placé de Georges Levesque a volé 26 ans de vie à 3 jeunes femmes et a détruit une famille entière. Henri Mercier est mort en portant une culpabilité qui n'était pas la sienne, ignorant que ses filles étaient vivantes, prisonnières de celui qu'il considérait comme un allié. Anne-Marie a survécu à l'impensable, perdant ses filles, puis les retrouvant transformées, méconnaissables, marquées à jamais par des décennies de captivité. Cette histoire nous rappelle aussi combien les systèmes peuvent faillir. Une assistante sociale décédée, des dossiers perdus dans le chaos administratif et 3 vies restent suspendues dans le temps pendant plus d'un quart de siècle. Qu'en pensez-vous? Avez-vous remarqué les signes tout au long de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez été touché par ce cas troublant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos enquêtes. Laissez un like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse également aux mystères résolus après des années d'attente. Merci de nous avoir accompagnés dans cette investigation bouleversante.